Christophe Hunig, vous êtes Managing Partner de Next Media Accelerator, NMA. Et puis Mathieu Maire-Duposé, vous êtes directeur, je l'ai dit, du Tank Media, le Tank Media qui appartient qui dépend de l'agence Pintank de Nicolas Van Brommersch. Vous êtes une sorte de pépinière de start-up de médias. Alors qu'est-ce que vous faites exactement et à quoi ça sert ? Alors au Tank Media, on se positionne comme un espèce de carrefour entre justement l'entrepreneuriat, l'innovation et les médias. Notre constat, il est qu'il y a énormément de renouvellement dans l'entrepreneuriat média. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se lancent. Il y a peu de barrières industrielles, elles ont beaucoup disparu. Aujourd'hui, c'est facile de lancer un blog, un podcast, une chaîne YouTube, etc. Mais que la plupart des gens qui se lancent ont deux problématiques, on va dire, un défaut de savoir-faire sur le numérique, et non pas le numérique en tant que support, mais le numérique en tant qu'outil. À quoi ça sert, comment je l'utilise pour aller bâtir des communautés, gérer du marketing, trouver mon modèle économique, et qu'ils ont souvent un gros défaut de savoir-faire sur le plan entrepreneurial. Il y a notamment beaucoup de journalistes qui se lancent. Les journalistes font souvent très bien leur métier, c'est parfois des moins bons entrepreneurs, et que parfois il faut parler avec eux de produits, de marketing, de modèle économique, et voilà. Et donc on essaye de les accompagner là-dessus, et pour ce faire, on a regroupé toute une génération de nouveaux entrepreneurs qui ont plus ou moins une quarantaine d'années, comme moi, qui font du web depuis quelques années, qui aujourd'hui ont fondé des médias qui s'appellent Les Jours, L'Imprévu, Loopsider, Nouvelles Écoutes, Binge Audio, etc., etc. Et puis on essaye d'accompagner ces nouveaux médias en essayant de leur transmettre des savoir-faire, des échecs, et de partager toute cette information. Et pour faire ça, on ouvre un lieu à Paris qui va faire 1700 mètres carrés au printemps, dans le 11e arrondissement, qui va être dédié à ces médias émergents et où on va essayer de faire se rencontrer tous ces gens-là à travers des programmes d'incubation, à travers des événements, et voilà, et tout un tas de rencontres diverses et variées. Alors vous avez cité quelques noms, est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis parmi les exemples ? Est-ce qu'il y a une ou deux belles histoires que vous pourriez nous raconter ? Pour vous donner un exemple, on a fait un premier programme d'incubation au printemps. On est en train de finir le second. Sur ce premier programme d'incubation, je peux vous citer deux exemples de projets qu'on a accompagnés. Le premier s'appelle Bubble. Bubble, à la base, c'est une application qui permet aux fans de bande dessinée de gérer leur collection. Donc, ils viennent vraiment de l'univers des startups et du produit. Sauf que ils se sont rendus compte qu'en fait, au-delà du fait de gérer leur collection, de pouvoir acheter leur BD en ligne, les gens en fait avaient besoin de conseils, de recommandations et d'éditorial finalement, et qu'ils avaient besoin d'avoir des journalistes qui leur racontent ce qui se passe dans cet univers très riche de la BD. Et donc, on les a accompagnés, justement, qui venaient du monde des startups, à essayer de comprendre ce que c'était que de faire un média et ce que c'était de faire un média pour les fans de bande dessinée. Il y a des médias très spécialisés sur ce secteur. Il y a des grands médias type Télérama, autres, qui parlent un petit peu de la bande dessinée, mais finalement, il n'y a pas encore d'acteurs importants sur ce domaine. Et donc, Bubble, on les a accompagnés. Et c'est un média, aujourd'hui, qui a un modèle économique, qui est pas loin de la rentabilité. C'est plus de 50 000 utilisateurs qui utilisent l'application quotidiennement. Donc c'est plutôt une belle réussite. Et puis on a accompagné dans un autre domaine un média qui s'appelle Mediatico. Mediatico, c'est un média qui s'intéresse au renouvellement de l'économie et dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie positive, tout ce qui est économie sociale et solidaire, etc. C'est un média qui a été fondé par un ancien journaliste des Échos. Et voilà, Mediatico, on les a accompagnés justement pour essayer de faire que ce média arrive à être rentable dans les années qui viennent. Et ils ont aujourd'hui une newsletter, ils ont une plateforme vidéo, et on pense que c'est un des médias qui pourrait compter dans les années qui viennent. On leur souhaite. Les innovations dans le domaine des médias, et ce que vous décrivez, c'est toujours aller chercher des niches. C'est ça finalement qu'il faut faire, c'est ça qui est le plus porteur aujourd'hui, occuper des niches. Le terme d'innovation, il est double en fait. Il y a ce qui est de l'ordre de l'innovation technique, qui est évidemment un enjeu très important. Je pense que chez mon voisin de NMA, ils ont plus d'innovation technique que nous, on en adresse autant que médias. Puis il y a effectivement tout ce qui est de l'ordre de l'innovation éditoriale, mais ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui, on achète plus difficilement un média généraliste parce que j'ai moins besoin, si je suis fan de sport ou de faits divers, d'acheter Le Parisien, par exemple, pour lire uniquement les sports ou les faits divers. Il y a d'autres endroits où je vais peut-être pouvoir trouver plus d'informations, etc. Donc ces niches sont très très fortes. Puis surtout, on pense qu'il y a un grand besoin d'innovation dans la façon de faire.
On ne fait plus des entreprises comme on le faisait il y a 30 ans. On ne développe plus des modèles économiques comme il y a 30 ans. À une époque où les barrières industrielles étaient très fortes, il fallait beaucoup d'argent pour se lancer sur des marchés qui étaient très fermés. Le numérique a bouleversé ça. Les barrières n'existent plus. C'est facile de se lancer, mais en revanche, c'est pas forcément facile d'aller chercher de la croissance. Et donc, c'est accompagner ces médias pour créer des projets, nous, on dit plus agiles et plus résilients. Et on apprend à partir petit et puis à construire petit à petit. C'est des projets qui vont mettre 5 ans, 10 ans à arriver à maturité, mais qui seront sans doute les projets de demain dans 10 ans. Certains d'entre eux, évidemment pas tous, comme dans tous les marchés naissants. Mais en revanche, il y a cette notion de construire petit pour construire sérieusement sur des bonnes bases. Là où aujourd'hui, lancer un très gros projet avec beaucoup d'argent, c'est souvent aller assez vite à la catastrophe. Alors, quels sont les enseignements que vous tirez aujourd'hui, les premières conclusions? Bon, vous avez cité 2 exemples qui sont séduisants. Tout ne fonctionne pas, hein, c'est le propre des startups, il y a des morts, forcément. Et pour quelles raisons? Enfin, qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'il y a encore des points de blocage? Je citerai 2 choses sur effectivement les limites qu'on trouve aujourd'hui. Il y a une limite évidente de financement. On trouve très facilement aujourd'hui les premiers financements. On passe notamment via le financement participatif, via les plateformes type Ulule, sur ce type de crowdfunding pour aller chercher les premiers financements. Mediatico, dont je parlais, fait une campagne par exemple actuellement. Mais ensuite, pour le passage à l'échelle, on manque en France de fonds d'investissement qui viennent soutenir ces médias. Il y a des gros investisseurs qui viennent racheter des gros médias. On a vu Marianne, elle et certains changer de maison récemment. Mais en revanche, sur l'étage intermédiaire, pour aller chercher ce qu'on appelle de l'accélération, c'est passé du moment où on a trouvé notre cœur de valeur, notre premier public, notre premier modèle économique, mais on a besoin d'injecter de l'argent pour accélérer, il y a un gros manque. Et puis nous, on travaille, donc on va essayer de travailler là-dessus, puis on va essayer aussi de travailler sur ce qui pour moi est le deuxième manque, c'est justement ce manque de culture entrepreneuriale. L'époque est en train de changer, on se rend compte, moi j'étais directeur général adjoint d'une plateforme de financement participatif, que effectivement il y a beaucoup de gens qui lancent des projets aujourd'hui, mais que le savoir-faire entrepreneurial manque un petit peu. Et que nous, dans la sphère des médias qu'on adresse, c'est surtout les gens en fait qu'on essaye de transformer justement sur cette notion. On ne fait plus des projets de la même façon, et surtout c'est essayer d'amener une culture, notamment chez les journalistes. Moi je suis journaliste de formation, donc j'en parle encore plus facilement. On n'a pas été formé à ça, mais justement de parfois recréer du dialogue qui dans certaines maisons n'existe plus assez entre les journalistes, mais autour le marketing, les abonnements, la publicité, etc. etc. On a besoin, dans une époque où tout bouge et où les modèles bougent, de réapprendre à construire des médias tous ensemble, là où parfois c'était il y avait parfois des petits murs de Berlin entre les uns et les autres. Une toute dernière question, très rapidement. En termes de contenu, on dit souvent que le problème des médias français, c'est que le marché de la francophonie est limité, contrairement au marché anglophone, forcément. Du coup, difficulté de bâtir des modèles économiques viables. Vous le constatez, ça veut dire qu'il faut forcément que ce soit du coup des petites équipes qui coûtent pas cher, etc. Moi, je ne le verrais pas comme ça. Dans le monde des startups, pour l'avoir vécu, c'est effectivement souvent une limite sur des produits technologiques qui coûtent très très cher et où il faut aller chercher des marchés très importants. Quand on part de France, attaquer le monde, si on n'est pas en anglais natif, c'est plus compliqué. Sur les médias, je pense que les enjeux ne sont pas forcément exactement les mêmes. Et donc, je pense qu'effectivement, le passage à l'échelle, il est plus difficile parce que souvent, justement, ces créateurs de médias ont du mal à avoir une proposition de valeur très très claire. Justement, ont parfois du mal à trouver vraiment ce premier public très solide qui va aider à les porter. Et surtout, on a du mal à acheter du temps. Et là, on revient sur le problème de financement. On arrive facilement à financer les 6 premiers mois, la première année, les 2 premières années. Mais je vois un média comme Les Jours aujourd'hui qui fonctionne très très bien. C'est plus compliqué finalement pour eux aujourd'hui de passer à l'étape supérieure et de lever des fonds là maintenant qu'ils existent, qu'ils vivent et qu'ils ont fait la preuve de leur modèle économique. C'est finalement paradoxalement plus difficile pour eux, je pense, aujourd'hui d'aller chercher une levée de fonds que ça ne l'était il y a 2 ans quand ils se lançaient au tout début. Très bien. Merci Mathieu Maire du Posé. On va donner la parole à notre deuxième intervenant. Pardon, je vous ai fait un petit peu attendre. Christophe Huning. Vous intervenez en anglais. On va être traduit dans la salle. Il va y avoir une traduction qui fonctionnera, je l'espère, mieux que ce matin. En revanche, je me permets de vous poser les questions en français. C'est plus facile pour tout le monde. Donc, Christophe Huning, NMA, Next Media Accelerator, est un accélérateur de start-up qui a été lancé en 2015 par l'agence de presse allemande, DPA, et qui investit dans les start-up liées aux médias. Vous les accompagnez depuis véritablement le premier stade dans ce qu'on appelle le early stage. Yes, that's right. We have focused on the early stage team. Nous accompagnons sur les premières étapes. Notre objectif, c'est de
premier investisseur de ces sociétés. Ensuite, on les aide à se développer pour qu'elles soient prêtes à la suite. Donc, pendant 6 mois, on investit 150 000 € dans la société et nous ne nous contentons pas de les soutenir. Nous sommes fonds capitalistiques avec vraiment des vrais fonds, des vraies actions, etc. Donc, nous connectons eux pour qu'ils se développent également. So, the same question. What kind of innovations? Do you have some examples? Quel type d'innovation? Vous avez des exemples? Ouais. Ah oui, c'est moi qui aurais dû poser la... Oui, pardon. J'ai fait le contraire de ce que j'avais annoncé. Donc, quel type d'innovation vous essayez de faire jaillir? Est-ce que vous avez quelques exemples? On recherche des solutions qui aideront nos marques médias traditionnelles. Nous n'avons pas d'approche journalistique, nous n'avons pas d'éditeurs, nous recherchons des modèles économiques soutenables. L'idée, c'est que le marché des journaux traditionnels est en déclin, nous le savons, et donc nous essayons de trouver des solutions dans toute l'Europe, jusqu'en Israël, où de jeunes équipes intéressantes travaillent sur de nouvelles solutions pour aider ces anciennes marques à survivre. Vous auriez un exemple d'innovation en particulier? À l'heure actuelle, nous travaillons avec beaucoup d'équipes d'intelligence artificielle pour prédire le lectorat d'un texte pendant que vous l'écrivez. Nous avons de l'intelligence artificielle pour produire des vidéos en ligne également, plus rapidement et automatiquement, pour faciliter la tâche des producteurs. Vous avez une idée et ensuite votre intelligence artificielle connaît toutes vos archives, vous permettent de filmer vos propres vidéos. Nous avons des sociétés qui font du live streaming en tant que service. Ils créent des logiciels qu'on peut utiliser pour amener les écrans à toutes les plateformes que vous avez. Nous travaillons également avec des sociétés télévisées allemandes. Ils louent ces camions avec... Avant, ils avaient de gros camions. Maintenant, ils ont que le logiciel. Ils sont très contents. Nous étudions également les façons de suivre ses auteurs préférés, comment suivre dans une institution culturelle, en utilisant son chatbot pour qu'il m'explique la Joconde, par exemple, des choses comme ça dans les musées. On a un outil pour l'e-commerce. Donc, pour découper les images également, vous voyez un article sympa sur le web, vous le voyez sur Facebook, où les gens ont perdu leur tête, et vous voyez que leurs pieds, etc. Et ça se fait automatiquement pour toutes les situations, donc ça s'améliore. Je crois que ce modèle d'accélération de start-up innovantes dans les technologies des médias vient des États-Unis au départ. Est-ce que c'est transposable? Est-ce que c'est facile à transposer en Europe? Rien n'est facile, vous savez. Mais on s'amuse beaucoup, c'est vraiment très plaisant à faire. Notre société mère réside aux États-Unis, mais les deux situations ne sont pas absolument identiques. Ce qui est valide pour nous, c'est l'approche pan-européenne. Donc, nous avons 3 équipes dans le portefeuille de 12 pays européens. Donc, nous sommes situés en Allemagne. Nos investisseurs viennent d'Allemagne et d'Autriche, mais les équipes avec lesquelles nous travaillons viennent de Finlande, d'Estonie, d'Israël, de Pologne, tout ce que vous voulez. Bon, personne de France. À l'heure actuelle, désolé, on vous attend, les Français. Mais au total, je pense que l'Europe est suffisamment étendue pour vraiment pouvoir créer un modèle commercial, un modèle économique très fort. Merci beaucoup. Y aurait-il éventuellement une petite question? Bien que... Oui, madame. On va vous passer un micro. Merci. Bonjour à tous les deux et merci pour votre intervention. Ma question est la suivante. Quelle place va avoir ce genre de start-up dans les pays en voie de développement et principalement dans les pays qui ont connu le printemps arabe, par exemple? Alors sur ce sujet, moi je veux bien répondre un petit peu. I can answer this. Un des avantages qu'on a, c'est la francophonie.
sur un certain nombre de ces pays, et donc il y a des relations déjà qui sont installées. On développe par exemple avec le Tank Média, on est partenaire d'un institut qui s'appelle CFI, qui travaille beaucoup sur ces questions, et on est partenaire d'un programme qui s'appelle Saphir Lab par exemple, qui accompagne des médias émergents dans cette zone, en l'occurrence en Tunisie, au Maroc, en Libye, en Irak, en Palestine, etc. C'est les pays sur lesquels on travaille, et donc là on est en processus de démarrage d'un accompagnement de 7 projets médias sur cette zone-là. Donc je pense qu'il y a des ponts qui sont hyper intéressants aujourd'hui à creuser et qui sont même presque plus faciles à creuser que ça ne l'était il y a quelques années. Le fait que le numérique se développe finalement très rapidement dans ces pays, que le mobile se développe très rapidement dans ces pays, fait que nous, aujourd'hui, on a organisé avec Saphir Lab, par exemple, une rencontre entre des incubés à Paris et ces incubés de ces 7 pays arabes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient plein de choses à se raconter parce qu'on fait des médias aujourd'hui de la même façon, c'est-à-dire qu'ils font aussi du podcast, ils font aussi de la newsletter, ils font aussi de la vidéo sur YouTube, etc. Et qu'ils ont les mêmes problématiques, comme ils font des petits médias, mais en fait le dialogue est beaucoup plus simple à installer. Donc on pense qu'il y a énormément de choses à faire dans les années à venir. Il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes politiques, il y a plein de choses. Mais en revanche, il y a un foyer de nouveaux projets qui est hyper intéressant à regarder. Très bien. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, messieurs.